Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h31 ce matin sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, nous n'allons pas faire la fine bouche ce matin. Il est vrai que dans l'absolu, nous aurions aimé encourager durant ce mondial, cette Coupe du monde de football, la sélection israélienne. Mais comme nous le savons tous, malheureusement, celle-ci ne s'est pas qualifiée pour la compétition. Et pour beaucoup d'anciens ou de nouveaux Olympiques de France, eh bien, la raison et la logique nous conduisent donc à défaut à encourager l'équipe de France. Et donc ce matin, tous les supporters des Bleus en France et en Israël ont la grande satisfaction de pouvoir applaudir la prestation de l'équipe de France qui a sorti, vous le savez, probablement l'Argentine de Messi 4-3 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition face à l'Uruguay, face à l'Argentine donc, et puis également elle s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition qui se tiendront vendredi après-midi face à l'Uruguay qui a sorti le Portugal 2-1. Alors ce matin, au lendemain de cette première partie des huitièmes de finale, les quotidiens israéliens se montrent particulièrement élogieux envers Kylian Mbappé qui a marqué 2 buts remarquables et les journaux soulignent qu'il est le second joueur de moins de 20 ans après Pelé, le grand Pelé, à avoir inscrit 2 buts dans un match de Coupe du Monde à ce stade de la compétition, c'est-à-dire lors des matchs d'élimination directe. Le grand garçon à Nahar Anak titre le Yediot Aharonot en une de son supplément sportif avec une immense photo de Mbappé et de qualifier le match de l'un des matchs les plus fous de l'histoire du mondial, ni plus ni moins. Un match qui a permis à Mbappé de passer du stade de star du futur, de l'avenir, à superstar du présent, écrit le Yediot Aharonot dans son éditorial dans le Israël Hayom. Shlomo Shrav, l'ancien entraîneur de l'équipe israélienne, écrit que la France a consolidé son rang de favorite pour remporter le trophée la Coupe du Monde le 15 juillet prochain. Pendant de longues minutes, les Français ont écrasé les Argentins. La vitesse et la technique de Mbappé, Bobga, Matuidi et Griezmann ont permis à la France de lancer des contre-attaques incisives. Et c'est Pavard qui a provoqué le retournement de situation avec un but splendide, écrit Shlomo Shrav ce matin dans un éditorial dans le Israël Hayom. Et les manchettes des quotidiens et surtout ce matin celle du Yediot Aharonot insistent surtout sur la fin de campagne des 2 stars internationales que sont Lionel Messi avec l'Argentine et Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Sensation au mondial, titre le Yediot Aharonot sur 3/4 de sa première page. Visiblement il n'y a pas beaucoup d'autres actualités ce matin en Israël. Les 2 meilleurs joueurs du monde ont été éliminés, titre le Yediot Aharonot. À la maison encore, c'est encore un titre du journal en rouge qui nous montre les 2 joueurs, la tête baissée, la tête dans les mains et les regards stupéfaits. Les stars éliminées, titre pour sa part le Israël Hayom. Donc on peut le dire, la presse israélienne salue la prestation des Français et déplore le départ, peut-être prématuré diront certains, de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo de cette Coupe du Monde. Tous les quotidiens israéliens, en tout cas, se penchent en ce début de semaine sur les derniers développements sur le front syrien, avec la poursuite de l'offensive des forces de l'armée régulière pro-Assad dans la région de Daraa et l'afflux de réfugiés syriens vers le sud du pays, en l'occurrence vers la frontière avec l'État d'Israël. Et l'ensemble des quotidiens expliquent que durant les entretiens qu'il a eu à Washington en fin de semaine dernière, à ce propos, le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, a clairement fait savoir qu'Israël n'acceptera pas le moindre changement du statu quo instauré sur cette frontière en 1974 après la guerre de Kippour, à savoir qu'Israël n'acceptera pas d'autre présence sur cette ligne que celle de l'armée régulière syrienne. En d'autres termes, Tzahal ne tolérera pas la moindre présence de forces iraniennes ou chiites comme celle du Hezbollah le long de la frontière sur le plateau du Golan. Selon le Haaretz, ce message a non seulement été transmis aux Américains mais également aux Russes qui, on le sait, sont très actifs dans leur coopération avec les forces régulières syriennes. Ceci étant, les quotidiens expliquent que les derniers développements avec l'offensive syrienne contre Daraa ont déjà eu des implications directes pour Israël puisque l'État hébreu a accueilli vendredi 6 blessés syriens des combats
dont 4 enfants dont les familles ont apparemment été décimées par ces combats. De même, Tsahal a fourni de l'aide humanitaire aux réfugiés. Il s'agit de plusieurs milliers de tentes et environ quelques dizaines de tonnes de denrées alimentaires et de médicaments. Le Israël Hayom résume en titre ce matin dans sa une le message fait passer à ces réfugiés. Une aide humanitaire, oui, mais la frontière restera fermée. Selon le quotidien gratuit, la crainte israélienne est de voir la situation se dégrader, le conflit se déplacer aux portes d'Israël. Tous les quotidiens israéliens ont remarqué que l'absence de match de foot vendredi a probablement conduit les Palestiniens de la bande de Gaza à reprendre leur manifestation du vendredi le long de la barrière de sécurité. Pas de foot, mais des manifs, titre le Yediot Aharonot ce matin, un journal qui précise que quelques 2000 manifestants palestiniens se sont rassemblés en 6 points divers le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le bilan des manifestations, 2 tués côté palestinien, un garçon de 13 ans, un adulte de 24 ans. Et les journaux soulignent également que 2 Palestiniens ont été tués, cette fois dans le quartier de Sajayeh, dans l'est de la bande de Gaza, apparemment à la suite d'une manipulation d'engins explosifs. Ils ont été tués donc dans ce que l'on appelle une sorte d'accident de travail. Le Yediot Aharonot rappelle que la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot doit être soumise demain au vote de la Knesset en première lecture et la tension augmente au sein de la coalition à l'approche de ce vote. En effet, les Haredim, les orthodoxes, sont actuellement divisés à propos du contenu de cette loi. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a retiré de ce projet de loi la clause qui était jusqu'à présent la plus problématique pour les orthodoxes. Il s'agit de la clause qui entraînait des sanctions pénales contre les élèves des yeshivot qui refuseraient de s'enrôler. Donc à partir de là, une partie des dirigeants orthodoxes ont estimé qu'ils pouvaient soutenir ce projet de loi, mais d'autres s'y refusent. Le Israël Hayom précise qu'hier soir, les orthodoxes de l'Agudat Israël ont décidé de voter de manière uniforme, si je puis dire, c'est le cas de le dire, et donc soit de s'opposer, soit de s'abstenir au vote d'une telle loi. Sans les partis orthodoxes, il n'est pas certain que cette loi pourra passer, et c'est là qu'apparaît Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, qui a affirmé en fin de semaine dernière qu'il soutiendrait ce projet de loi, une déclaration qui a fait bondir de colère d'autres formations de l'opposition, en particulier le cancioniste et le parti Meretz, qui lui ont déclaré que s'il avait une opportunité de s'unir pour faire chuter le gouvernement, l'opposition devait s'unir et saisir cette opportunité. Il faut souligner que le Premier ministre Binyamin Netanyahou soutient l'actuel projet de loi en dépit de l'opposition donc d'une partie des formations orthodoxes. Quant au Israël Hayom, il souligne ce matin que le gouvernement doit débattre aujourd'hui d'une proposition visant à élargir l'esplanade pluraliste du Kotel. Cette esplanade qui, vous le savez, était destinée au mouvement réformiste et conservatif américain. Alors, le journal précise que des dizaines de rabbins, cette fois de la mouvance sioniste religieuse, soutenus également par des archéologues, s'opposent à cet élargissement de cette esplanade. Parmi eux, à noter 2 rabbins francophones, les rabbins Shlomo Aviner et Yehuda Ben Ishai. Ils ont écrit une lettre adressée à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, afin qu'elle n'autorise pas un tel élargissement et ils soulignent que cela serait, je cite, une faute grave que de satisfaire à un mouvement comme le mouvement réformiste américain qui encourage à l'assimilation et qui est par définition anti-sioniste. Alors que nous marquons le jeûne du 17 Tammuz, écrivent les rabbins de la mouvance sioniste religieuse, qui marque le début du siège de Jérusalem et donc le début de la destruction du temple, il serait bon de consolider notre présence physique et spirituelle sur ce site. Fin de citation et fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale de quelques minutes et on se retrouve tout de suite après avec Nissim Slama qui est notre invité. Justement, nous en parlerons dans le cadre de cette journée du Shiva Asar B'Tammuz, du jeûne du 17 Tammuz, qui est mise à profit par certains mouvements dans la société israélienne pour essayer de consolider, justement, rapprocher les différents courants et essayer de les unifier un petit peu. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.